Notre invité dans la grande interview, c'est Pascal Dalloz. Bonjour. Bonjour Julien. Directeur général adjoint opération de Dassault Systèmes. Merci d'être avec nous. On le rappelle, éditeur de logiciels pour les professionnels, les industries, les sciences en conception 3D, gestion des cycles de produits, on en parlera également. Si on refait la petite fiche d'identité, mais vous allez me dire si je me trompe, mais 20 000 collaborateurs dans 135 pays environ, 300 000 clients, 11 grands secteurs d'activité, ça fait partie aussi un petit peu de vos enjeux. Et avec une montée en puissance, bien sûr, on va en parler, du cloud, des environnements de travail intégrés. Comment finalement vous définissez aujourd'hui l'entreprise ? Elle a complètement changé depuis 1980, bien évidemment. On est les spécialistes de l'innovation durable. Et en fait, c'était intéressant d'ailleurs le précédent interview. On voit bien que la société elle est face à des transformations profondes. Et l'innovation est le moyen de répondre à ces nouveaux enjeux. Et pour le faire, on pense qu'après la numérisation, le fait de passer d'un format papier à un format numérique, il y a la virtualisation ce sont ces objets virtuels qui ont des propriétés qui permettent de tester, d'imaginer, de concevoir, de produire virtuellement avant même de réaliser les choses physiques. Et publication il y a quelques jours des résultats du troisième trimestre, on va démarrer avec ça, 1,37 milliard de chiffre d'affaires, euro de chiffre d'affaires en hausse de 8% avec un bénéfice net qui bondit de 20% à un peu plus de 210 millions d'euros. C'est un résultat, je le disais, trimestriel qui est supérieur aux attentes. Ils sont portés par quoi aujourd'hui ces bons résultats ? Ils sont portés d'ailleurs par une bonne résilience du modèle. Oui. 9% de croissance hors effet de change en Europe, principalement tiré par les marchés de l'automobile et de l'aéronautique, et également des sciences de la vie. Les États-Unis qui continuent leur bonne dynamique avec 7% de croissance hors effet de change, avec une transformation, on en parlera peut-être, vers les modèles de souscription. Et puis l'Asie qui aujourd'hui est aussi un moteur de croissance fort pour Dassault Systèmes, même si la Chine a un petit peu ralenti sur ce trimestre. Et même s'il y a aussi une grosse part de bénéfices et au taux de change, on dit merci le dollar également ? Exactement, mais tous les chiffres que je vous ai donnés sont hors effet de change. Bien sûr. Quand on regarde la marge opérationnelle, justement, on se rend compte qu'on est un tout petit peu en dessous des 20%. Pour quelle raison ? Non, on est au-dessus de 20%, on est à 36,1%. Un tout petit peu au-dessus de la marge, effectivement, oui. Mais pour quelle raison, effectivement, vous regardez ça aujourd'hui ? Non, on regarde ça parce que pendant 2 ans, avec les péripéties du Covid, il a été relativement difficile de recruter. Oui. Et sur cette année, on avait mis comme priorité de renforcer significativement nos effectifs et nos équipes. On est en croissance de 10% de l'effectif sur ce trimestre. Plus de 800 personnes nous ont rejoints, net. Quand on regarde d'ailleurs finalement la croissance de votre entreprise aux États-Unis, en Europe, quand on regarde le contexte aujourd'hui macroéconomique, on se rend compte, et vous l'avez dit, que ces deux régions sont plutôt résilientes. Est-ce que ça, c'est une bonne surprise ? J'imagine oui, mais est-ce que c'est une surprise pour vous ? Non, ce n'est pas une surprise. Encore une fois, on est lié au cycle d'innovation. Et les cycles d'innovation sont les réponses aux crises. Oui. Donc, l'automobile est un bon exemple. C'est une industrie qui souffre. Mais l'électrification des véhicules, l'autonomisation des véhicules conduit à des cycles importants et dont on bénéficie. En revanche, est-ce que vous êtes un peu plus bousculé par le marché chinois ? Est-ce que ça, c'est une inquiétude aujourd'hui pour vous ? C'est une inquiétude principalement sur le marché des petites et moyennes entreprises. Oui. Qui sont, encore une fois, c'est la politique des confinements qui viennent ralentir un peu notre activité. Parce qu'on vend principalement à travers un réseau de distributeurs et quand les distributeurs ne peuvent pas se déplacer, c'est compliqué. Effectivement. Et c'est quoi finalement l'objectif pour vous aujourd'hui sur le marché chinois ? C'est de se dire on va continuer tel quel, on va essayer peut-être d'accélérer ou de trouver des réponses justement à ces quelques clients qui sont peut-être plus en difficulté aujourd'hui. Comment vous regardez un peu ça ? On s'est organisé, encore une fois. On sert pas uniquement le marché des PME-PMI, on sert aussi le marché des grandes entreprises en Chine. En ce qui concerne le marché des PME-PMI, c'est assez simple, on joue la carte de la proximité. Donc quand il y a des confinements par ville, il faut qu'on ait un dispositif géographique qui soit couvrant. Alors Pascal Dalloz, un petit coup d'œil sur vos secteurs d'activité. La santé, on y reviendra, c'est récent, mais ça pèse de plus en plus lourd chez vous. Mais j'allais dire parmi les secteurs principaux, historiques, il y a les transports, l'industrie, l'aéronautique, qui d'ailleurs sont sévèrement aujourd'hui impactés par la hausse des coûts de l'énergie, notamment par des mutations profondes. Est-ce que sur le long terme, justement, vous estimez que ça peut représenter un danger, justement, cette transformation peut-être trop rapide ou peut-être assez cyclique de ces industries ? Comment vous regardez ça ? Encore une fois, on est la solution, on n'est pas le problème. Quand vous faites face à l'augmentation des coûts des matières, par exemple, vous devez souvent reconcevoir vos objets, que ce soit une voiture, un avion, et prendre en compte ces nouvelles contraintes. Et pour nous, tout ceci, c'est une demande supplémentaire pour des nouveaux types de logiciels,
par exemple, l'introduction des nouveaux matériaux est compliquée dans la plupart des industries. Et on est aujourd'hui un des rares éditeurs à fournir ces solutions. Mais est-ce que finalement, vous percevez déjà sur ces secteurs, pour vos clients, finalement, cette contraction, ce début de contraction de l'activité qui vous guette? On le voit très clairement par la baisse des volumes de production, mais en même temps, si vous regardez ce qui s'est passé dans l'automobile, les prix ont largement augmenté. Et je dirais, c'est en ceci que cette crise, elle est un petit peu différente de celle qu'on a vue précédemment, c'est que la plupart de nos clients ont des réserves de trésorerie. Et donc vous estimez être à l'abri là-dessus aujourd'hui? On ne s'estime pas être à l'abri, on dit juste que le cycle d'investissement, il a besoin de continuer sur le cœur qu'est l'innovation, parce que c'est la sortie de crise. Un mot sur l'inflation. Justement, comment est-ce que vous observez et vous traitez, vous, cette question aujourd'hui de l'inflation et de la hausse des coûts et est-ce que finalement, à un moment donné, vous allez avoir une conversation, une réflexion, peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs, sur effectivement une possible hausse de vos coûts aujourd'hui? Alors, j'imagine que vous observez moins, vous étudiez moins la baisse de vos marges, mais comment est-ce que finalement vous allez un petit peu opérer sur ce sujet? Plus de 70% de la structure de coûts chez Dassault Systèmes, ce sont les coûts de personnel. Bien sûr. Et donc, c'est l'inflation salariale, le sujet. Tout à fait. Qui a été tendu en début d'année, parce qu'encore une fois, le marché de l'emploi était tendu. Et puis, beaucoup d'entreprises n'ont pas augmenté pendant les années Covid. Ça n'a pas été notre cas. Donc, on a été sur une augmentation de la masse salariale de 5% cette année. Je dirais que la tension sur l'emploi se tasse, en particulier aux États-Unis. C'est plus facile de recruter là ces dernières semaines et ça nous donne, je dirais, un peu plus de perspectives sur 2023. Mais le climat social reste bon chez Dassault Systèmes? Le climat social reste bon chez Dassault Systèmes. Le coût de l'énergie aussi, c'est un sujet quand on a des serveurs, quand on a une grosse consommation électrique. Est-ce qu'aujourd'hui ou dans les mois à venir, vous estimez que ça va être un sujet? Ça l'est. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà. On a la chance d'avoir des contrats qui sont des contrats pluriannuels et qui sont protecteurs sur les hausses de prix. Et puis un certain nombre de fournisseurs qui prévoient des couvertures, ce que l'on est en train de prendre. Donc encore une fois, il y a des possibilités de pouvoir, je dirais, endiguer ces hausses de prix. Et on n'est quand même pas une industrie qui est énergivore comme peuvent l'être les industries de transformation. Dernier sujet sur les facteurs de risque, parce que ça m'intéresse de savoir si ça vous concerne ou pas justement, mais quand on voit les résultats assez décevants des grandes tech américaines la semaine dernière, qui ont quand même beaucoup déçu en termes de résultats, et ça s'est ressenti naturellement sur les marchés, ces résultats très mauvais, aujourd'hui, est-ce que ça devient un sujet aujourd'hui pour vous? Certains sont peut-être font partie de vos clients. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous regardez ce sujet-là? Est-ce que vous dites finalement, comme certains analystes d'ailleurs le disent, ça peut être aussi le signe d'un début de retour à l'ancienne économie? Est-ce que vous y croyez à ça, vous, Pascal Dalloz? Non, il faut comprendre d'où vient cette baisse. La plupart ont été impactés par la baisse des dépenses publicitaires. Oui. Ce qui est le fait je dirais, des grands géants de la tech américains, la plupart sont financés par la publicité en ligne. Ce n'est pas notre cas. On est une entreprise qui vend aux entreprises et on est davantage sensible au cycle d'investissement. Oui. Et comme on sert 3 secteurs d'activité, on a cette diversité. Le secteur manufacturier, qui reste quand même la principale source de revenus de Dassault Systèmes, qui dépend du cycle d'investissement industriel. Et comme je vous le dis, la plupart des secteurs que l'on sert dans le domaine manufacturier sont en transformation. C'est le cas de l'automobile, c'est le cas de l'aéronautique, c'est le cas des grands équipements industriels. Le secteur de la santé, qui lui reste un secteur presque insensible aux crises. Et puis le secteur des grandes infrastructures et du territoire, qui est un secteur qui probablement est peut-être le plus impacté aujourd'hui par les hausses des prix des matières, par le coût de l'énergie. On va parler un petit peu de vos enjeux, de la stratégie et de la transformation de votre modèle, Pascal Dalloz. Est-ce que si je résume très grossièrement, votre objectif, vos problématiques futures, c'est finalement de passer d'un créateur, d'un éditeur de logiciels à une plateforme de services à destination des entreprises? Est-ce que vous le résumez comme ça aujourd'hui? Tout à fait. Je dirais, la disruption, elle existe aussi dans nos secteurs. Bien sûr. Dans les secteurs de la technologie. Et au fond, c'est comme ça qu'on a différencié par rapport à nos principaux compétiteurs qui continuent de vendre des applications. Et nous, on a basculé il y a une dizaine d'années dans la plateformisation de notre propre secteur. Ça a quoi comme avantage? Vous connectez l'ensemble de la chaîne. Depuis le concepteur initial, depuis l'idée initiale jusqu'à l'utilisateur final.
avec un objectif qui est quand même d'axer de plus en plus le développement de la société sur le cloud, sur les environnements de travail. Ça, c'est vraiment finalement au cœur aujourd'hui de la transformation de votre business model? Je dirais que plus vous allez vers les modèles de plateforme, plus la nécessité d'être sur le cloud est importante, puisque vous devez, encore une fois, connecter l'ensemble des parties prenantes. Et les architectures cloud sont le moyen le plus simple de le faire. C'est la moitié aujourd'hui des revenus logiciels, c'est ça? C'est un peu moins. Le cloud représente 22% du chiffre. 22%, un quart. Et c'est quoi les objectifs à 3 ans? C'est de monter à un tiers. C'est de monter à un tiers. Voilà. Parce que vos utilisateurs aussi ont changé, la demande a changé? La demande a changé, oui. Je dirais, encore une fois, la plateforme nécessite le cloud. Les objets sont connectés aujourd'hui, donc ils envoient de l'information en permanence, et ces informations, il faut pouvoir les réintégrer dans le système d'information de l'entreprise, et le cloud est la façon la plus efficace de le faire. Avec, j'allais dire, ça va presque avec finalement, quand on fait du cloud, c'est la logique d'abonnement derrière. On n'achète plus une licence d'utilisation ad vitam, on paye un abonnement annuel, mensuel pour l'utilisation de ces logiciels. Ça, pareil, c'est une transformation qui est en cours. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment peut-être d'arriver un peu tard là-dessus? Il y a beaucoup de vos concurrents qui l'ont fait alors sur d'autres secteurs, d'ailleurs, par le passé. Est-ce que ça, c'est peut-être pas finalement un petit peu votre talon d'Achille d'arriver un peu tard sur ce sujet? Alors c'est intéressant parce que ce modèle d'abonnement et de souscription, il existe depuis la création de l'entreprise. Mais on n'avait pas le sentiment que vous le proposiez finalement, puisque c'était beaucoup de l'achat de licence. Aujourd'hui, ça représente oui. 40% du chiffre d'affaires. Non, mais historiquement. Pourquoi? Parce que quand on achetait des mainframes, pour ceux qui ont un peu la mémoire, on louait les mainframes. Et le logiciel était loué. Et les plus grands clients qu'on a dans le domaine aéronautique louent pour la plupart le logiciel. Oui. Donc c'est un modèle qui existe. En revanche, ce n'est pas un modèle qui est toujours compatible avec le cycle d'investissement des entreprises. Vous avez des industries qui préfèrent investir et pas forcément avoir des coûts opérationnels plus élevés. Et donner cette flexibilité est un vrai avantage. Et donc c'est ce que l'on fait. Mais progressivement, le modèle de souscription, le modèle d'abonnement prend plus le pas par rapport au modèle d'achat de licence tel qu'on le connaît. Avec des objectifs en termes de poids dans le chiffre d'affaires aujourd'hui qui va aller vers quel ordre de grandeur? Oui, la souscription, l'abonnement a tendance à croître 2 fois plus vite que le chiffre d'affaires logiciel de licence. Avec justement un phénomène qui monte un peu en puissance, et on a encore eu l'exemple très récent dans l'actualité avec Thales, notamment, c'est les risques cyber. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait justement un modèle de plateformisation, d'abonnement, d'environnement de travail complètement digitalisé, complètement en ligne, est-ce qu'effectivement, pour vous, ça fait partie peut-être aussi des risques du modèle? Comment est-ce que vous vous prémunissez par rapport à ça? Alors, la sécurité, ça se conçoit. Il ne s'agit pas uniquement d'acheter, je dirais, les techniques qui vous permettent, de vous protéger. Et on a développé toute une gamme d'applications qui est dans la catégorie du logiciel CATIA, qui est le logiciel phare de Dassault Systèmes, pour concevoir les cybersystèmes, entre autres pour des questions de sécurité. Mais est-ce que ça reste aujourd'hui une bonne stratégie pour vos clients et est-ce que c'est un moteur d'inquiétude chez vos clients aujourd'hui? Je dirais, au fond, l'expérience nous a prouvé que quand vous êtes sur le cloud, vous êtes mieux protégé parce que vous avez plus d'informations sur ce qui est en train de se passer en temps réel. Oui. La plupart de nos clients qui ont eu des soucis dans le passé ont découvert le sujet a posteriori. Et au fond, ça c'est le plus embêtant parce que vous ne savez pas si on vous a volé des choses, vous ne savez pas si on vous a corrompu vos données. Et je pense que c'est au fond beaucoup mieux d'avoir ces infrastructures. Donc plateformisation d'une part, et on va parler de diversification aussi d'autre part. Alors, quand on regarde un petit peu l'historique des 10 dernières années de la société, on voit qu'il y a eu beaucoup de rachats finalement pour alimenter votre croissance. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est encore dans le pipe et vers quel domaine? Alors oui, ça fait partie du modèle. Je veux dire, on a un cash flow qui le permet et on réinvestit plus des 2/3 chaque année. Les acquisitions ont toujours été un moyen pour nous de servir la stratégie d'entreprise, pas forcément, je dirais, de faire le chiffre d'affaires attendu pour le trimestre. Et on continue. Donc si vous regardez historiquement, on a constitué nos portefeuilles d'activités qu'on appelle les marques. En faisant du développement organique et des acquisitions. On s'est diversifié dans des nouvelles industries et dans des nouveaux secteurs sur les 10 dernières années à travers des acquisitions. Et Medidata, dont on célèbre les 3 ans, là, est un bel exemple dans le domaine des sciences de la vie. Et je dirais, progressivement, on va vers l'économie de la donnée. On est un éditeur de logiciels, mais on voit bien que dans le monde numérique,
la conjonction du logiciel avec les données sont le fondement des nouveaux modèles économiques. Donc, c'est, je dirais, ces perspectives-là qui s'ouvrent à nous. Et donc, vous regardez aujourd'hui des entreprises, vous avez déjà des targets très précises? Oui, encore une fois, je vous l'ai dit, ça fait partie du modèle. Et puis, on s'était endetté pour acquérir Medidata. On est à la fin de cette période de désendettement. Et je dirais que si les conditions de marché sont ce qu'elles sont aujourd'hui, l'environnement sera propice, en tout cas dans les mois à venir. À des rachats d'entreprises dans le domaine de la data, on l'a bien compris. Santé, ça c'est aussi un sujet pour vous. C'est quoi les métiers que vous allez renforcer? La santé en fait partie, j'imagine? Oui, les 3 secteurs tels que je vous ai décrits. Oui. La santé en est un, Oui. évidemment. Le domaine des infrastructures et des territoires est un domaine vaste sur lequel on a, contrairement aux 2 autres, on a des positions de leader établies. Nous ne sommes pas le leader et il y a moyen de se renforcer aussi sur ces secteurs-là. Un petit mot de la bourse, l'action qui a bien grimpé depuis 4 ans, là à l'heure actuelle aux environs de 33 €, mais on est quand même assez loin des 55 € qu'on avait tapé, je crois que c'était il y a un an tout pile aujourd'hui. Pourquoi finalement l'entreprise elle délivre des résultats solides, mais que la croissance du cours ne suit pas ou suit difficilement derrière? Je ne dirais pas qu'elle suit difficilement. Moins 30% sur un an. Oui, si vous comparez au secteur de la technologie, je pense qu'on est une des entreprises les plus résilientes. Et encore une fois, c'est lié à la qualité du modèle économique. Il y a 82% de revenus qui est récurrent chez Dassault Systèmes. Et ce revenu récurrent, il est en croissance de 10%. Je dirais que c'est juste, encore une fois, la hausse des taux d'intérêt qui impacte plus sévèrement les entreprises de croissance. Et c'est quoi l'objectif sur le cours pour vous à moyen terme? Vous voulez revenir assez rapidement sur les niveaux qu'on a connus il y a un an ou un peu plus? Vous savez, on a une entreprise de long terme, Dassault Systèmes, ça nous caractérise. Donc au fond, je dirais, le marché, je lui laisse faire son travail. Et nous, on fait le nôtre, c'est-à-dire on continue d'investir, d'élargir le périmètre de ce que l'on fait, de gagner des nouveaux clients. Et au fond, vous l'avez très justement dit, le cours de bourse de Dassault Systèmes, il est intrinsèquement lié depuis 20 ans à la croissance de l'EPS de Dassault Systèmes. 17% de croissance sur ce trimestre-là, entre 18 et 19% sur l'année. Je pense que... Mais c'est quoi finalement vos objectifs avec la bourse? L'actionnariat aujourd'hui c'est 50% en bourse, 40% Dassault et un peu de dispace sur les 10 derniers pourcents. Est-ce que ça a vocation à bouger, à évoluer ou pas? Non, je dirais, quand on est une entreprise de long terme, c'est un avantage d'avoir un bloc qui est stable. Et je crois que l'actionnaire Dassault, qui est porté par la famille, est un actionnaire stable, qui comprend nos métiers et qui a toujours... les enjeux également. Et les enjeux, et qui nous a accompagnés au cours de ces années. 2 petites questions pour terminer. La première, souveraineté numérique française et européenne. Vous avez développé NumSpot, qui est un consortium industriel. Alors là, 100% français, donc c'est la Poste, Dassault Systèmes, Bouygues et la Banque des Territoires, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que ça veut dire finalement qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à retrouver, développer une souveraineté numérique française quand on voit ce qui se passe finalement dans le contexte international que l'on connaît? Souveraineté européenne. Et souveraineté européenne, bien sûr. Mais vous avez raison, en fait, le cloud est souvent associé à la technologie. Donc il y a un besoin technologique, de performance, de sécurité, d'échelle, d'avoir ces grandes infrastructures mondiales. Mais c'est aussi un enjeu géopolitique. Avoir une autonomie numérique, c'est tout aussi important que d'avoir une autonomie énergétique. Pour des questions de souveraineté, pour des questions de protection des données, pour des questions de criticité des systèmes d'information. C'est ce que l'on a fait. Et encore une fois, on a développé nos propres clouds il y a plus de 10 ans. Pour nos besoins internes. On l'a ouvert progressivement aux clients. Et là, il est évident qu'il faut s'associer dans une politique de partenariat avec des entreprises qui ont aussi des singularités. Je dirais, la Poste amène son identité numérique. On ne peut pas imaginer faire des services souverains si on n'a pas l'identité numérique. Bien sûr. Il faut avoir le contrôle des réseaux. C'est ce que Bouygues apporte. Et puis un peu de financement aussi. Et un peu de financement. Et on cible 3 grands secteurs qui sont des secteurs importants où la souveraineté a un sens. C'est évidemment l'administration et les services publics. C'est la santé. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais la plupart des attaques, de cyberattaques, portent sur les systèmes de santé, les hôpitaux beaucoup, bien sûr. les premières cibles, et puis les banques. Et la Banque des Territoires est aussi actionnaire d'un certain nombre de grandes banques. La Banque Postale en est une, mais pas uniquement. Et il y a besoin d'avoir ces infrastructures.
Un mot pour terminer, parce que vous parliez de numérisation et désormais de virtualisation. Oui. Ça, c'est effectivement l'enjeu des prochaines années, des prochaines décennies même. Il y a notamment, quand on parle de virtuel, on parle du métaverse. Oui. Les entreprises, alors américaines, pour ne pas la citer, Meta, qui est allée sur ce sujet, sur l'instant, ça ne lui réussit pas trop. Est-ce que vous, comment vous regardez ce sujet du métaverse? Est-ce que vous dites c'est, on va dire, allez, un effet de mode je vais peut-être me faire critiquer sur ce sujet, mais est-ce que c'est vraiment un business d'avenir? Et est-ce que quand on parle de virtualisation, on pense nécessairement à un sujet de métaverse? D'abord, je serais un peu provocant, je dirais que l'histoire de Dassault Systèmes, c'est l'histoire du métaverse depuis 40 ans. Donc vous avez inventé le métaverse avant Facebook? Bien évidemment. Mais par contre, avec une différence majeure, c'est qu'on ne l'oppose pas à la réalité. Oui. On vient créer la connexion entre ces deux mondes. Au fond, pour nous, le monde virtuel est une extension du monde physique. On met un plus entre les deux. Quand on fait la conception d'un avion, on va faire sa simulation, on va le certifier digitalement. Et pour ça, on intègre l'ensemble des données qui sont collectées dans le monde réel pour pouvoir le faire. Donc c'est cette capacité à pouvoir associer ces deux mondes qui est la clé. Je ne crois pas que ce soit la vision de Meta. Bon, en tout cas, c'est celle de Dassault Systèmes. Merci beaucoup, Pascal Dalloz, d'être venu nous voir, directeur général adjoint de Dassault Systèmes dans Ecorama sur Boursorama.